Hello les amis, j'espère que vous allez bien et je suis heureuse de vous retrouver pour ce dernier point lecture de l'année. Donc il s'agit de mon point lecture du mois de décembre. Et disons que pour ce mois j'ai lu 10 livres, j'ai eu une excellente lecture qui a fini en coup de cœur. Et sinon ça a tout été de très très bonnes lectures que j'ai à vous présenter. Et sur ces 10 lectures, j'ai lu 3 BD et un manga. Donc je ne vous fais pas attendre plus longtemps et c'est parti, je vous présente tout cela. Ma première lecture, ça a été une suite de saga. Effectivement, j'ai lu le troisième tome du dernier Oracle, donc La Nuit Pourpre d'Enora Curtin en auto-édition. Donc je vous montre la couverture que je trouve sublime. Alors franchement, j'adore ces couleurs. Et ici, pour vous faire un bref résumé du premier tome, en fait, nous sommes dans la cité d'Erenia. C'est la cité des oracles, donc ce sont des gens qui ont des facultés et qui peuvent prédire l'avenir aux citoyens, et disons qu'ils sont vénérés, entre guillemets. Et lorsque qu'un oracle vient décéder, eh bien, c'est la nature avec un N majuscule qui va choisir le prochain oracle. Et donc, un rassemblement a lieu sur la place où c'est que les jeunes hommes entre 15 et 18 ans doivent s'assembler et c'est la nature qui va décider qui sera le prochain oracle. Donc là, on va suivre Mara, qui est une jeune fille. Et disons qu'un oracle vient juste de décéder. Et son frère est tout désigné pour être celui qui devrait le remplacer. Après, il faudra encore voir selon le choix de la nature. Le moment du choix arrive finalement, et on va dire que rien ne se passe comme prévu. Voilà, je m'arrête là au niveau du résumé. Tout ce que je peux vous dire il y a pas mal de choses qui se sont passées pour Mara depuis ce premier tome. Là, dans ce tome 3, on a une certaine situation. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que dans le tome 2, on commençait à voir un peu plus comme la manière dont vivaient les oracles dans le palais. Et donc là, on reprend à ce niveau-là. Donc ici, c'est un tome auquel j'ai mis la note de 9 sur 10. Alors, dans ce tome, il y a un trigger warning. Je ne peux pas vous le révéler pour ne pas vous spoiler, mais au cas où, si vous voulez le connaître, je vous laisse aller consulter la chronique qui se trouve sur mon blog. Et toujours, les trigger warnings, je vous les indique tout au fond de la chronique pour ne pas vous spoiler. Donc ici, j'ai trouvé que c'était une suite prenante déjà. Ce tome, il va nous permettre de mieux comprendre le mode de vie des oracles et la manière dont la cité d'Erenia est dirigée. Mais vraiment, alors il y a des choses que je ne m'attendais pas à voir et c'était très intéressant de ce point de vue-là. J'ai apprécié l'évolution de Mara qui va tenter de s'intégrer tout en continuant à suivre ses valeurs. Elle ne va pas changer pour tout autant sur certaines choses. Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant et on voit clairement notre personnage mûrir. Et aussi, elle avait pris des décisions plutôt dans le tome 2. Et on va voir que justement elle est en train de potasser là-dessus. Donc là, à ce niveau-là, c'était aussi intéressant de voir son évolution dans ce tome et de voir les décisions qu'elle allait devoir prendre. Mara se rend aussi compte très rapidement qu'elle a des alliés parmi les oracles, mais aussi des ennemis dont elle va devoir se méfier et dont il va falloir faire attention. Un autre point fort de ce tome, je dirais que ce sont les personnages secondaires qui sont à la fois complets et attachants. Et disons qu'il y a un nouveau personnage qui va accompagner Mara dans ses péripéties à travers ce tome. Et c'est toujours agréable de revoir d'autres protagonistes, mais aussi ici d'en découvrir de nouveaux. Dans le tome 1, il y avait comme un peu un triangle amoureux qui semblait se mettre en place. Puis, dans le tome 2, on avait l'impression qu'il avait été totalement détruit. Et ce qui était intéressant avec ce tome, en fait, c'est que le triangle amoureux semble se dessiner à certains moments de nouveau, et il faudra attendre la suite pour voir si justement il se dessine vraiment ou si ce n'était qu'une illusion. Et ça aussi, c'est intéressant de voir justement, tout dépendra des choix de Mara. Ce tome peut aussi sembler plus calme parce qu'il se déroule principalement au palais, donc le lieu où résident les oracles. Et Mara, on va dire qu'au bout d'un moment, comme je vous disais, elle va devoir faire des choix capitaux. Et aussi, on va l'envoyer en mission à un certain endroit, donc elle va devoir voyager à nouveau. Et à partir de ce moment-là, on va dire, les choses commencent aussi un peu plus à se précipiter. Et là, ça bouge un peu plus. Mais même si ce tome est plus calme, c'était quand même très intéressant de voir le mode de vie des oracles et aussi d'avoir des révélations sur la cité en elle-même. Ici, on a aussi une révélation capitale qui est faite et on va dire que suite à cela, tout pourrait être mis en question et ça pourrait même déboucher sur une guerre, donc à voir par la suite. Pour terminer, le dénouement final était totalement inattendu, touchant et
donne envie de se jeter sur le 4e tome. Donc autant vous dire que ce 4e tome, j'aimerais essayer de le lire encore cette année. J'espère avoir le temps et après j'attendrai patiemment le 5e tome. Mais en tout cas, je vous dis pour dire que c'est une saga quand même qui est en plusieurs tomes, qui a quand même là... Il y a 5 tomes pour moi qui sont annoncés, eh bien je ne m'en lasse pas, je suis toujours prise dans l'histoire de Mara, j'aime continuer à suivre ses aventures, et là ce tome, je ne l'ai tout simplement pas vu passer car j'étais prise dedans, j'étais prise dans ce mode de vie des oracles, pareil quand il y a eu la révélation, je suis tombée des nues, et maintenant je suis curieuse de voir ce que le prochain tome va nous proposer. Et là on était donc sur une lecture qui faisait un peu plus de 360 pages, mais c'est toujours écrit assez grand et assez aéré, donc ça cite très vite, les pages défilent, et vraiment, je me suis régalée avec ce tome, c'est pour ça que je lui mets la note de 9 sur 10, et franchement, j'ai vraiment hâte de retrouver Mara dans ses prochaines aventures. Et j'ai également lu Cro-Blanc, donc l'adaptation BD de l'Hermenier Laboureau, et c'est adapté de l'œuvre de Jack London aux éditions Jungle. Donc je remercie encore la maison d'édition ainsi que Nec Gali pour votre service presse et pour leur confiance. Donc déjà je vous mets la couverture à côté car je l'ai lu en numérique. Je trouve cette couverture absolument sublime, que ce soit au niveau du dessin et des couleurs, ça vous donne déjà une idée de ce qu'on va retrouver à l'intérieur. Et ici, je vous lis vite le résumé parce que comme c'est une BD, j'ai peur de vous spoiler certains éléments. Alors, Cro-Blanc, un jeune chien-loup a grandi dans un camp d'Indiens dans le Grand Nord. En proie à la méchanceté des hommes et des chiens de traîneau, il refuse d'être dompté. Acheté par une brute, il participe à des combats de chiens, puis il connaît l'affection d'un maître juste. Voilà. Pour le résumé, donc ici c'est une lecture à laquelle j'ai mis 9 sur 10. Alors, pour être franche avec vous, j'ai jamais lu Cro-Blanc ou vu une adaptation cinéma, donc pour moi c'était vraiment la découverte. Je suis vraiment allée comme ça en me disant ben voilà, je connaîtrai l'histoire au moins en BD, et après peut-être que je regarderai les films, et en tout cas d'avoir vu la BD ça m'a donné envie de regarder les adaptations, et donc c'est une lecture à laquelle j'ai mis 9 sur 10. Alors attention, il y a quand même pas mal de trigger warnings, notamment des qui sont déjà mentionnés dans le résumé, mais moi je peux vous parler, donc comme on disait, il y a des combats entre animaux, il y a de la violence envers les animaux, et les autres je ne vous les citerai pas pour ne pas vous spoiler, mais ils seront comme d'habitude sur le blog au fond de ma chronique, mais là quand même il y en a quelques-uns que je pense que c'est important de le savoir. Et moi disons aussi ce qui me faisait peur avec cette BD, c'est comme vous savez, moi je suis très sensible à la violence envers les animaux ou la maltraitance animale, toutes ces choses-là. Et là, je dois dire que la manière dont c'était fait, c'est quand même adapté pour un jeune public, de jeunes lecteurs. Et c'est quand même des choses qui ne sont pas traumatisantes dans ce sens-là. On voit les moments durs, mais ça reste quand même adapté pour les plus jeunes. Et moi, à ce niveau-là, disons que même si c'était dur, certains moments, c'est passé quand même. Donc, comme je vous disais, cette adaptation BD m'a permis de découvrir l'histoire de Cro-Blanc. Donc pour moi, je connaissais de nom, j'avais une idée de ce que c'était, mais ça s'arrêtait là, et là j'ai vraiment pu avoir son histoire, et ça m'a plu à ce niveau-là de connaître en fait, et de découvrir ce qu'on pourrait appeler un classique tout simplement. Le lecteur va donc suivre Cro-Blanc au fil des années de sa jeunesse jusqu'à l'âge adulte, et Cro-Blanc, comme vous avez pu l'entendre dans le résumé, il aura plusieurs maîtres, et vivra à la fois des moments difficiles, voire même traumatisants avec certains, mais également des moments heureux, donc vraiment ça va aller d'un extrême à l'autre, j'ai envie de dire, mais on va voir aussi la relation qu'il va avoir avec ses différents maîtres. Les illustrations, comme je vous disais déjà juste en vous montrant la couverture, les illustrations, comme vous pouvez l'imaginer, sont magnifiques, avec une colorisation qui est à la fois vive. J'ai vraiment aimé ces couleurs qui sont très peps, franchement pour moi c'est un régal visuel, et aussi j'ai des couleurs, on va dire, s'adaptent à la dureté de certaines scènes, et on a une colorisation particulière, c'est ça que j'ai trouvé intéressante. Et je vous mettrai un extrait ici pour que vous puissiez voir une planche, mais vraiment au niveau visuel aussi je me suis régalée, c'était magnifique, très beau. Les illustrations surtout de loups, de chiens sont très bien réalisées, même les illustrations d'hommes, mais j'ai beaucoup aimé les illustrations plus animales que je trouvais magnifiques, et où j'aimais m'arrêter pour regarder chaque détail, pareil pour les paysages, tout ce qu'on va voir, c'était tout bonnement magnifique. Et aussi, nous avons beaucoup de paysages ou de moments qui sont se dérouler dans la neige, et ça, je trouvais que c'était sympathique aussi.
on peut dire que la confiance accordée à l'homme sera un thème très important dans le récit, et justement celle de Cro-Blanc sera totalement brisée par instant, et il ne saura plus du tout s'il peut se fier aux humains suite à ce qu'il va vivre, et c'est ça qui va être intéressant de voir tout du long. On va le voir des fois totalement briser, mépriser les hommes, et il sera aussi intéressant de voir la patience qu'il va falloir pour reconstruire cette fameuse confiance. J'ai vraiment aimé le dénouement final. Et alors, il y a un moment donné, on a peur quand même pour Cro-Blanc suite à un événement qui va se passer, mais disons que le dénouement final ici, je l'ai trouvé touchant, et il promet un avenir serein pour Cro-Blanc, et disons que c'est mérité après tout ce qu'il a vécu, et au moins on sait qu'il aura une belle vie par la suite. Donc voilà, c'était une BD qui, je trouve, a vraiment bien repris l'histoire de Cro-Blanc. En tout cas, je pense qu'ils ont repris les grandes lignes, et je me suis vraiment régalée tout du long, et ça m'a permis de découvrir cette histoire. Donc maintenant, je suis curieuse de découvrir les adaptations en film, parce que je crois qu'il y en a plusieurs, mais en tout cas, j'ai bien aimé cette découverte en format BD. Et si vous avez déjà lu l'histoire de Jack London et que vous voulez la découvrir son adaptation en BD, je vous la recommande. Je pense que vous allez passer un très bon moment. Après, comme je vous dis, moi je ne connaissais pas du tout Cro-Blanc, je ne sais pas si on a adapté vraiment toutes les scènes, mais disons qu'en tout cas ce qu'on a adapté, pour moi, ça, l'histoire se poursuivait, j'avais les éléments que je voulais, j'ai pas eu, comme certaines fois, l'impression qu'il y avait ces transitions, que tout d'un coup on saute d'un élément à l'autre et qu'on se dise mais là il me manque quand même certains éléments. Non, là j'ai pas eu cette impression, et franchement j'ai pu suivre l'histoire de Cro-Blanc, donc de sa jeunesse jusqu'à l'âge adulte, et c'est une très bonne découverte pour ma part. J'ai également lu The Train, je sais pas si je prononce juste The Train ou The Train, de Le Voyage Maudit de Franzo Pizarro aux éditions Le Héron d'Argent. Voilà, je vous montre la couverture que j'aime beaucoup. Et je remercie encore l'auteur pour ce service presse ainsi que pour sa confiance. Donc dans cette histoire, ça devait être un voyage en train entre Paris et Marseille comme les autres, sauf que le train est entré dans un tunnel dont il n'est jamais ressorti. Et les passagers vont disparaître un par un, et certains en plus vont être enlevés par d'étranges créatures. Voilà tout ce que je peux vous dire. Donc c'est une lecture à laquelle j'ai mis 9 sur 10. Alors attention, il y a différents trigger warnings qu'il faut savoir concernant ce livre. Et disons que moi je les ai mentionnés toujours sur mon blog. Ils sont à la fin de la chronique, donc si ça vous intéresse, je vous laisserai aller voir de ce côté. Et sinon, alors j'ai vraiment été rapidement entraînée dans ce thriller. C'est sous la forme d'un huis clos vu qu'on est à l'intérieur de ce train. Et vraiment c'est un récit prenant dans une ambiance pesante et angoissante étant donné ce qui s'y déroule. Comme je vous le disais, les passagers disparaissent mystérieusement ou semblent enlevés par d'étranges silhouettes noires. Et le train est bloqué dans un tunnel et ne semble pas prêt à s'arrêter. Donc voilà, il y a de quoi se poser des questions, hein, étant donné la situation. On se retrouve avec des personnages très variés, avec certains ont des caractères bien trempés, d'autres sont plus doux ou plus calmes, et vraiment on a un peu tous les styles à l'intérieur du train. En plus, on a un protagoniste principal qui est vraiment intéressant par sa normalité, j'ai envie de dire. C'est le personnage qu'on pourrait croiser dans la rue et qu'on oublie immédiatement qu'on l'a croisé en fait, vraiment qu'on n'a pas de souvenir de l'avoir croisé. Et celui-ci, ce que j'ai apprécié, c'est qu'on présente rapidement son anxiété, ses phobies et surtout son addiction particulière que je vous laisserai découvrir. Son évolution au fil du récit est vraiment bien menée et il va s'attacher à d'autres personnages, mais il va aussi devoir endosser un rôle qu'il n'a pas souhaité, et c'est ça qui est vraiment intéressant de voir étant donné ses phobies, son anxiété, tout ça, le rôle qu'on va lui confier et voir comment il va évoluer suite à cette aventure. Le récit est certes mystérieux, mais il prend aussi une tournure un peu irréelle car on cherche à comprendre ce qui se passe dans ce train et les chapitres vont s'enchaîner avec l'envie de savoir en fait le fin mot de l'histoire et comprendre ce qui se passe vraiment dans ce train. Dans ce récit, l'auteur dénonce certains éléments de notre société, notamment les préjugés envers certaines catégories de personnes et l'addiction au téléphone et aux réseaux sociaux. Il y en a d'autres, mais je ne peux pas vous les dire pour ne pas vous spoiler. Disons que effectivement, il y a certaines choses que l'on voit dès les premières pages du livre qui peuvent être assez choquantes, mais disons que connaissant l'auteur, je me suis dit que si il avait fait le choix de les mettre à l'intérieur, c'est qu'il y avait une raison, et effectivement ça a été le cas. Donc vraiment, ne vous arrêtez pas aux premières pages, continuez la lecture et faites-vous une idée vraiment sur le livre en général, car je vous dis, une fois que l'on a certains éléments, on comprend tout.
En plus de ça, on a un dénouement final qui est juste renversant. Personnellement, je n'ai pas vu venir le retournement de situation et je me suis retrouvée sur les fesses, vraiment sur les fesses. Au long de ma lecture, j'avais relevé quelques petites incohérences ou des éléments que je ne comprenais pas vraiment, et disons que suite à la révélation qui nous est faite, eh bien, tout prend son sens et en fait, on comprend mieux pourquoi il y avait ça auparavant. Je ne peux pas vous en dire plus, car ce serait vous révéler, vous en dire trop tout simplement, mais je vous jure, ça vaut le détour. L'auteur nous propose également des chapitres bonus qui ont de l'importance car on va revenir sur des moments clés de l'histoire, mais on va les découvrir avec un autre point de vue et c'est là que ça a tout son intérêt. En plus, à la fin, vous pouvez trouver un QR code qui donne accès à une page spéciale sur le livre et dans cette page, il y a également quelques anecdotes intéressantes sur les éléments qu'on retrouve à l'intérieur du livre et notamment sur le fameux train. Et là, je peux vous dire qu'il y a des anecdotes croustillantes qui sont révélées que l'on ne retrouve pas dans le roman. Et ça, j'ai trouvé sympa d'avoir cette page à côté où c'est qu'on peut aller regarder ces informations. Et pour terminer, je tenais encore à revenir sur l'objet livre qui est juste magnifique déjà au niveau de la couverture. Vraiment, il est sublime. Et à l'intérieur, franchement, vous avez des illustrations. Regardez. C'est juste magnifique et c'est vraiment le style de dessin est adapté à l'ambiance du livre. Alors, à chaque début de chapitre, vous avez la gare. Et en fait, à chaque page, vous avez des rails ici pour appeler le train et un bagage. Voilà. Et au niveau de l'écriture, comme vous pouvez voir, c'est vraiment grand. Et c'est quand même assez aéré. Donc voilà, ça se lit vite. Et franchement, voilà, c'était une très belle découverte. En tout cas, je me suis régalée. Comme je vous dis, j'ai imaginé plein de choses dans ma tête, plein d'hypothèses sur ce train, sur ce qui s'y passait. Et l'un des dénouements qu'on m'a proposé, alors celui-là, je ne l'avais pas du tout pris en compte. Et disons que c'est ça qui a fait que j'étais sur les fesses et que je trouve c'était bien trouvé. Et en plus, comme je vous dis, là après on comprend effectivement tous les choix qui ont été faits auparavant pour l'histoire. Et aussi, voilà, moi je vous dis, je me suis retrouvée sur les fesses, alors franchement c'était très bien fait. Et aussi, on comprend d'autant plus cette critique de notre société. Et c'est ça que j'ai trouvé vraiment très intéressant à travers ce récit. D'autant plus que la plume de l'auteur est toujours aussi addictive, prenante. Et comme on lit les pages, on a envie d'enchaîner les chapitres parce qu'on veut savoir la suite. Et c'est là que vraiment on se dit, mais je suis prise dans cette lecture et aussi, je veux savoir ce qui se passe dans ce fameux train. Donc si vous aimez tout ce qui est thriller en façon huis clos, et si vous avez aussi ce qui est mystère, un peu énigme, tout ça, et en sachant qu'aussi on va avoir droit à un peu à de la survie, on va dire, parce qu'ils vont passer un certain temps dans ce train, eh bien je pense que cette lecture va vous plaire. J'ai également lu Frisson, Les Gardiens de la Sainte-Lance de Mark Woltenhauer et Benjamin Amiguet et c'est aux éditions Ouzou dans la collection Éclair. Voilà, je vous montre la couverture et je remercie encore la maison d'édition pour sa confiance ainsi que pour l'envoi de ce service presse. Donc ici, nous sommes à Marseille. Nous allons suivre deux jeunes amis, Camille et Aram. Ils font partie de la troupe du Colombo Circus qui a posé son chapiteau à Marseille. Et entre-temps, Aram est content car il va pouvoir revoir son oncle qui est conservateur dans un musée et il y a une expo à Marseille qui arrive et qui se nomme Trésor sacré d'Arménie et son oncle vient a suivi certains objets qui sont venus de son pays. Donc c'est l'occasion pour Aram de le revoir et disons que lors de l'inauguration de l'exposition au Mucem, ça va pas se passer comme prévu et que certains artefacts, notamment la pointe de la Sainte Lance, vont être volés. Et à ce moment-là, nos deux amis ont décidé de se lancer à la recherche de cette relique. Voilà pour ce qui est du résumé. Donc ici, c'est une lecture à laquelle j'ai mis 9 sur 10. Alors j'ai passé un excellent moment de lecture. Franchement, c'est une histoire qui est prenante et qui embarque dans des mondes variés. Car ici, effectivement, on va jongler entre le monde du cirque et celui des musées. Et c'est ça que j'ai trouvé très intéressant de voir ces deux univers qui s'opposent mais regroupés dans cette histoire. On est sur des plumes qui sont addictives et accessibles pour de jeunes lecteurs, bien entendu. Là, c'est noté que justement, c'est un polar jeunesse des 10 ans. Et justement, je pense qu'il est accessible depuis cet âge-là. J'ai aussi vraiment apprécié les informations qui sont données sur les reliques. Et on nous parle également des légendes qui tournent autour des vertus qui sont attribuées à certaines reliques. Et ça, j'ai vraiment trouvé très intéressant d'en apprendre davantage sur la fameuse relique qui est mentionnée dans ce récit.
Nos deux protagonistes sont attachants et c'est vraiment un plaisir de suivre l'aventure à leur côté. Et aussi autre point que j'ai vraiment apprécié, c'est la variété de personnages secondaires qui ont gravité autour d'eux au fil de l'aventure. Un autre personnage que j'ai vraiment adoré, il s'agit de Voltaire, c'est un perroquet gris du Gabon qui va accompagner nos protagonistes dans cette aventure tout en faisant entendre de la voix quand il le faut. Et disons que c'est ça que j'ai adoré Voltaire. Vraiment, j'adore. Chaque fois qu'il y a des récits avec des perroquets qui parlent, vraiment c'est quelque chose que j'adore dans les lectures. Et là, d'avoir pu en retrouver un en plus qui a une place bien particulière dans l'histoire, ça m'a vraiment plu. Et donc, je vous encourage à vous lancer dans cette lecture pour découvrir qui est le fameux Voltaire. En plus, pour accompagner la lecture, on a de magnifiques illustrations aux couleurs très vives et en plus dans un style réaliste et vraiment magnifique. Regardez, si je vous montre. C'est super beau et j'adore la colorisation. Si je peux vous... J'aimerais vous montrer Voltaire. Si je peux. Voilà. Voilà le fameux perroquet que j'ai adoré, Voltaire. Il est incroyable, vous le verrez. Mais en tout cas, les illustrations sont vraiment superbes. Elles sont immersives en plus. Ça nous plonge dans l'histoire encore davantage. Et ça amène un vrai plus à ce récit. Le dénouement final est aussi palpitant. J'ai trouvé vraiment, je me suis régalée. Et il clôt comme il se doit cette énigme. Et voilà, donc pour moi c'était une très bonne histoire jeunesse que je ne peux que vous recommander si vous aimez un peu tout ce qui est polar jeunesse avec des reliques, du cirque, vraiment des univers très variés et un fameux perroquet qui parle. Et je me suis également lancée dans Le Village de Nico Takian, Franck Tillier et Camille Kochanski aux éditions Delcourt. Donc je vous mets la couverture ici car c'est une BD que j'ai lue en numérique et je remercie encore la maison d'édition ainsi que Nekgali pour leur service presse ainsi que pour leur confiance. Alors comme c'est une BD qui est assez vaste et pour ne pas vous spoiler certains éléments, je vais vous lire le résumé qu'il y a sur Livre Addict. La découverte de dizaines de cadavres dans une rivière marque le début d'un cauchemar. Les corps vêtus de blouses d'hôpital sont intacts, mais leurs cerveaux ont mystérieusement fondu. Une enquêtrice est entraînée dans un tourbillon de secrets où science, ésotérisme et terreur se croisent. Mais ce qu'elle découvre dépasse de loin l'horreur conventionnelle. Quelque chose d'ancien et d'inexplicable se tapit dans l'ombre. Un village, capable de faire disparaître des populations entières, qui apparaît et disparaît à travers les âges, laissant derrière lui un sillage de mort. Voilà donc pour le résumé. Ici, c'est une lecture à laquelle j'ai mis 7 sur 10. Alors, étant donné les auteurs que vous retrouvez, je pense que vous devez vous en douter, il y a beaucoup de trigger warning. Je ne vais pas vous les citer pour ne pas vous spoiler, mais disons que je pense qu'avant de vous lancer dans cette lecture, c'est bien d'aller les consulter car vraiment il y en a beaucoup et certains peuvent être vraiment très marquants. Et donc ils seront comme d'habitude dans la chronique sur mon blog et il faut aller tout au fond de la chronique et je les mentionnerai tous. Ici, je dois vous dire aussi ce qui m'a attiré vers cette BD, c'est de voir les auteurs Nico Takian et Franck Tillier réunis sur une BD. Je me suis dit ça peut être intéressant, car de Nico Takian, j'ai lu Avalanche Hotel, c'était l'année passée je crois, et de Franck Tillier j'ai lu Puzzle, et justement j'ai un autre de ses livres dans ma pile à lire de l'hiver. Si vous l'avez raté, je vous la remets dans le petit i, mais je me suis dit que ça pouvait faire un très bon mélange au niveau de la BD et j'étais vraiment curieuse de voir ce que ça pouvait donner d'avoir du Tillier et du Takian mélangés dans une BD, et disons que à ce niveau-là, ça a vraiment été surprenant. On plonge effectivement dans un récit qui est très sombre avec différents mystères. Il y a notamment la découverte d'une trentaine de cadavres, la poursuite d'un tueur en série, l'apparition d'un village inconnu et la disparition énigmatique d'habitants. Donc vous voyez, il y a affaire au niveau de ce qui se passe dans cette BD. Ce qui est intéressant également, c'est que l'intrigue va jouer entre le thriller, l'horreur et la science-fiction et va également aborder des thèmes que notamment l'écologie et la philosophie. Donc je vous laisse imaginer ce que ça peut donner. Au fil de l'histoire, disons aussi ce qui est intéressant, c'est qu'on va voyager à travers les époques pour découvrir certains éléments importants. Et ça, j'ai trouvé que c'était très intéressant. Au niveau des illustrations, vous vous en doutez, elles sont en lien avec ce que l'on ressent dans l'histoire. Donc on a des illustrations qui sont vraiment sombres, détaillées, et dans une ambiance qui donne encore une ambiance, je dirais, plus anxiogène au récit. Je vous mettrai des planches, mais j'essaierai de trouver des planches quand même assez soft pour vous montrer. Et disons que la colorisation reste dans des teintes qui sont assez assombries et vraiment ça donne ce côté vraiment assez sombre aux cases.
Franchement, c'est un récit qui est prenant et je l'ai lu d'une traite parce que j'avais envie de connaître le dénouement final et de savoir vraiment où tout cela allait m'amener, tout simplement. Et je dois dire que la fin est assez percutante car elle laisse sur une réflexion à la fois marquante et intense. Et disons elle fait réfléchir tout simplement, cette fin. J'ai enlevé quelques points car j'ai eu du mal à suivre le récit, surtout lors des transitions entre certains personnages ou lors de sauts entre les époques. Là, c'est vrai que des fois j'ai un peu été perdue pendant ces moments-là et puis il m'a fallu un moment pour recrocher. Et je n'ai aussi pas tout de suite compris la fin du récit, je dois vous avouer, parce que c'est quelque chose qui est quand même assez philosophique, alors j'avais pas tout de suite compris où on voulait en venir, et j'ai dû la relire une seconde fois pour vraiment comprendre le message que les auteurs souhaitaient nous transmettre, et vraiment là, être impacté. Voilà pourquoi j'ai enlevé quelques points, mais après tout, ça reste une très bonne BD, j'ai trouvé, vraiment dans cette ambiance anxiogène, vraiment sombre, donc si vous aimez tout ce qui est thriller avec quand même de l'horreur et de la science-fiction et que vous avez envie de découvrir ces différentes énigmes de voyage à travers les époques et vraiment d'avoir un dessin qui est sombre, vraiment très adulte hein, pour le coup car c'est une BD, je vais être claire, on peut pas la donner à n'importe qui étant donné tous les trigger warnings qu'il y a et la manière dont c'est dessiné, je pense que il faut quand même être bien accroché pour la lire et malgré tout, comme je vous dis, c'est une très bonne lecture quand on est pris dedans, on a envie de connaître la suite et voilà, je suis quand même ravie d'avoir pu découvrir cette BD, surtout d'avoir pu découvrir sous forme de BD une histoire de Nico Takian et Franck Tilly. J'ai aussi lu Lettres d'enchantement, le premier tome Divine Rivalité de Rebecca Ross aux éditions de Saxus. Voilà, je montre la couverture et moi j'ai la version collector. Alors ici, pour faire un résumé, nous sommes dans un univers où les dieux ont décidé de se faire la guerre, sauf qu'en fait, pour réaliser leur guerre, eh bien, ils prennent des humains pour faire leur combat, tout simplement. Et le frère d'Iris est parti au front. Depuis, la mère d'Iris a complètement sombré dans l'alcool, et Iris, elle tente de se maintenir à flot. Elle a trouvé un stage dans la rédaction d'un journal, et elle est en compétition pour le poste de chroniqueur avec un garçon nommé Roman Kitt. Disons que c'est pas le grand amour entre eux, hein, on va être très clair. Et c'est vraiment, ils sont rivaux et ils vont tout faire pour obtenir la place. Et Iris, pour quand même essayer un peu d'évacuer tout ça, eh bien, elle décide d'écrire des lettres à son frère, des lettres qu'elle n'enverra pas, des lettres qu'elle glisse dans sa garde-robe et qui vont disparaître. Sauf qu'un jour, elle va commencer à recevoir des réponses à ses lettres et voilà, ce qu'il lui écrit, elle sait que ce n'est pas son frère et donc va commencer une correspondance avec avec cette mystérieuse personne. Nous savons tout de suite de qui il s'agit, en fait c'est son rival qui lui écrit, mais Iris n'est pas au courant, et donc on va découvrir ce qui va arriver, et les choses vont relativement évoluer lorsqu'Iris va devoir aller sur le front comme correspondante. Voilà, tout ce que je peux vous dire pour le résumé. C'est une lecture à laquelle j'ai mis 10 sur 10 et oui, c'est un gros coup de cœur. Alors déjà, j'ai vraiment adoré l'univers, j'ai directement été prise dedans et aussi j'ai apprécié cette ambiance de guerre avec quand même des touches de fantasy, notamment au niveau des dieux, des divinités j'ai envie de dire. La plume, elle est addictive, immersive et poétique. Et surtout, dans les échanges de lettres, je trouve c'est magnifique les mots qui sont échangés à ce moment-là. On constate très vite que la vie et la famille d'Iris ont été très fortement impactées par cette guerre entre dieux. Et le début des récits donc se déroule à l'écart des combats en ville, où Iris et son rival Roman vont lutter pour obtenir cette fameuse place de chroniqueur dans un journal. Et on se rend tout de suite compte que la correspondance est un thème très important dans cette lecture, car on la retrouve à travers les articles qu'Iris et Roman doivent écrire, mais également à travers les lettres qu'ils s'échangent par magie, j'ai envie de dire. Et franchement, comme je vous dis, les lettres, j'ai vraiment apprécié cet échange de lettres, c'était tout simplement magnifique. Ensuite, on a des personnages, je trouve, qui sont très bien construits. C'est un plaisir de découvrir leurs différentes facettes et on s'y attache facilement. Grâce à la narration multiple, on sait immédiatement qui répond aux lettres d'Iris, donc c'est Roman, son rival.
Et aussi on en apprend davantage sur ce personnage que l'on voit sinon seulement à travers le point de vue d'Iris, et à travers le point de vue d'Iris on va dire il est assez... Voilà, détestable, en tout cas il joue le jeu du rival, mais quand on est de son point de vue, on apprend à le découvrir davantage, à le voir évoluer dans sa famille, et on va dire le rôle qu'il doit jouer entre guillemets, et c'est à ce moment-là, en ayant tous ces éléments, que je trouve que c'est un personnage qui m'a profondément touchée. On passe ensuite sur une seconde partie qui est plus sombre. Elle va mener Iris au front où elle va découvrir eh bien, comment vivent les gens qui habitent proche des combats et la dureté sur le champ de bataille, tout simplement. Et on va dire que oui, effectivement, c'est beaucoup plus sombre et on voit quand même des choses quand même assez atroces se dérouler là-bas. Comme vous pouvez vous en douter, ici on est sur une romance Enemies to Lovers qui se développe gentiment d'abord au fil des lettres et j'ai apprécié la manière dont elle se construit et comment vous dire, c'est le style de romance comme avec le tome 3 de Belladonna où j'ai eu plusieurs fois des papillons dans l'encre, tellement je trouvais ça beau, tellement j'étais prise dedans, tellement je me suis dit waouh c'est vraiment superbe et j'appréciais la manière dont c'était fait donc vraiment oui, j'ai adoré la manière dont cette romance a été réalisée. Pour le dénouement final, il est tout simplement captivant et bouleversant. Autant vous dire que j'ai fini avec les larmes aux yeux. On a envie de se jeter sur la suite parce que tellement on veut savoir ce qui va arriver. Il y a des choses vraiment inattendues qui se passent et c'est vraiment bouleversant, j'ai envie de vous dire. Faut le lire pour comprendre, je ne peux pas vous en dire plus pour ne pas vous spoiler, mais ce dénouement final m'a chamboulé, comme je vous dis, il m'a touchée au plus profond. Et maintenant, je suis curieuse de découvrir la suite. Après, ce que je ne vous ai pas dit aussi, c'est dans ce livre, il y a quand même pas mal de trigger warning. Alors, ils sont tous mentionnés au début du livre, au cas où. Et si vous voulez que j'aille les découvrir, au cas où, pareil, ils sont dans mon blog, sur la chronique, tout au fond de l'article. Vous les avez tous mentionnés, mais voilà, quand même quelque chose aussi qu'il faut prendre en compte. Mais en tout cas, oui, un très très bon coup de cœur pour terminer l'année. Et franchement, je me suis régalée avec cette lecture. J'ai apprécié les personnages, comme je vous dis, et surtout la plume. La plume est incroyable dans cette lecture. Je me suis régalée et comme je vous dis, là, j'ai hâte de me lancer dans le second tome. Alors là, on était sur quand même un petit pavé, on va dire, entre guillemets. Il faisait un peu plus de 420 pages et c'était quand même écrit assez grand et assez serré. Donc je vous dis, quand vous étiez pris dedans, moi en tout cas j'étais prise dedans, je ne voyais pas les pages défiler, puis j'enchaînais, puis la fin, mais quand je suis arrivée dans les chapitres, je me suis dit non, je peux plus reposer ici, il faut que je sache le dénouement. Et vraiment, un très beau coup de cœur en tout cas. Et au départ, quand je me suis lancée, je voulais surtout découvrir voilà, j'étais curieuse. Après tous les retours positifs que j'en avais entendus, je me disais ouais, j'ai envie de me faire mon propre avis dessus. Eh bien, mon avis se termine par un coup de cœur, tout simplement. J'ai également lu La Moisson de Karine W. Meyer aux éditions La Grande Vague. Je vous mets la couverture ici car je l'ai lu en numérique et je remercie encore l'autrice pour l'envoi de ce service presse ainsi que pour sa confiance. Donc ici, nous sommes dans les années 60. On va suivre la famille Laurent qui vient de déménager. Alors la famille Laurent, il y a les deux parents plus trois enfants. Et comme je vous dis, ils ont quitté leur ancien appartement pour une maison. Le père et le grand frère ont été embauchés pour travailler dans les mines. Et on va suivre leur quotidien et découvrir les conditions de travail dans ces fameuses mines. Donc c'est une lecture à laquelle j'ai mis 9 sur 10. Franchement, j'ai passé un excellent moment de lecture. C'était une lecture très intéressante qui m'a permis d'en apprendre davantage sur les mines et plein d'autres éléments. Donc déjà attention, il y a différents trigger warnings à l'intérieur de ce livre. Pareil, je les ai mentionnés dans ma chronique sur mon blog. Ils sont tout à la fin de l'article si vous voulez les voir parce que je ne peux pas vous les dire ici sous peine de vous spoiler. Donc déjà, ici on plonge comme je disais dans les années 60 en compagnie de la famille Laurent. J'ai apprécié la narration qui est partagée entre les deux frères. Paul l'aîné, qui va débuter donc le travail dans les mines et découvrir rapidement ses difficultés, et Daniel, le cadet, qui va poursuivre sa scolarité dans un nouvel établissement, et on va dire ça ne sera pas de tout repos pour lui également. On constate rapidement que les deux frères ne se comprennent plus. Paul, l'aîné, comme je vous disais, vient à regretter sa jeunesse et à jalouser son jeune frère. Les événements vont finir par les rapprocher, et on va dire que petit à petit, Paul va parvenir à retrouver sa place d'aîné dans cette famille.
La plume, elle est prenante et addictive et elle nous entraîne dans le quotidien de cette famille tout en nous décrivant avec justesse la vie des mineurs, leur travail, mais aussi la dureté et les dangers qui les guettaient à tout moment. Et l'intrigue met aussi en avant les difficultés que les plus jeunes enfants vont rencontrer à l'école et la manière dont cela était perçu à cette époque. Il faut pas oublier qu'on était dans les années 60 et que certaines choses que à notre époque c'est normal de le dire et que ce soit traité de cette manière, à cette époque-là, c'était pas le cas et on va voir justement la manière dont on le percevait à cette époque-là et ça n'a rien à voir avec notre génération. L'événement final est riche en émotions, la famille va se retrouver durement impactée et grâce au dernier chapitre, en fait, on va découvrir ce qu'il est arrivé aux différents membres de la famille, ce qui nous permet vraiment de savoir pour chacun ce qui s'est passé et de terminer cette histoire en ayant toutes les informations. Mais vraiment, j'ai envie de vous dire, les derniers chapitres sont vraiment, comment dire, très impactants, il se passe des choses terribles. Et franchement, les derniers chapitres sont aussi riches en émotions. J'ai également lu Tom Sawyer, le tome 1, un parfum d'aventure de L'Hermenier, Gjet et Corgi, adapté de l'œuvre de Mark Twain aux éditions Jungle. Donc je mets la couverture ici car c'est une BD que j'ai lue en numérique et je remercie encore la maison d'édition ainsi que Nick Gallet pour l'envoi de ce service presse. Et ici, pour faire simple, je vais vous lire le résumé parce que en vous en faisant un improvisé, j'ai peur de vous spoiler certains éléments. Tom Sawyer est un garçon rêveur qui préfère les jeux, les mystères et les escapades au bancs de l'école. Aux côtés de son fidèle ami Huck, ils arpentent les environs de son village, jouent aux aventuriers et se retrouvent un jour témoins d'un crime mystérieux. Entre rire, frissons et amitié, suivez Tom Sawyer dans une histoire pleine de rebondissements au bord des rives du fleuve Mississippi. Donc oui, cette BD, quand je l'ai vue, m'a fait très envie car j'ai tout de suite pensé à l'animé Tom Sawyer et moi je sais pas à peine on me dit ce nom mais j'ai la musique de l'animé en tête. C'est voilà. Donc quand j'ai vu cette adaptation en BD, je me suis dit mais pourquoi pas, parce que c'est vrai que je regardais l'animé en étant plus jeune, mais je n'ai jamais trop lu le livre et là d'avoir une version adaptée en BD, ça me semblait l'idéal. Et surtout, ce qui m'a beau attiré tout de suite, c'est le dessin sur la couverture qui m'a... Vraiment, j'ai adoré ce style de dessin, les couleurs très colorées. Et à ce niveau-là, je me suis régalée. Donc là, c'est une lecture à laquelle j'ai mis 8 sur 10. Alors déjà, c'est une BD qui est vraiment très sympathique, avec des touches d'humour et d'aventure. Tom, c'est un garçon espiègle, ingénieux, qui préfère faire des bêtises avec ses amis plutôt que d'aller à l'école sans s'en rendre compte très vite. Et surtout, il est très futé. Car même quand il se fait punir, il va trouver un moyen pour faire sa punition par d'autres. Et lui, il va tranquillement se poser et regarder les autres faire. Ce récit, il commence vraiment dans l'insouciance, j'ai envie de dire. Tom, il nous fait rire à travers la manière dont il se sort des différents pétrins dans lesquels il s'est mis. Et tout se déroule sans trop de problèmes jusqu'à ce qu'il assiste avec son ami à un événement grave qui va fortement l'impacter. Un point que j'ai particulièrement apprécié dans ce récit, c'est les illustrations. Elles sont magnifiques, réalistes, détaillées. Et vraiment, j'ai adoré surtout la manière dont les visages sont dessinés et la manière dont ils sont très expressifs. C'est vraiment, on voit les émotions des personnages sur les visages et des fois, on va dire, ça fait même un peu peur parce que quand un personnage est en colère, c'est très bien réalisé au niveau des émotions par les visages. Et aussi, on a une colorisation qui est très vive et qui s'adapte aux scènes de jour comme de nuit. Donc je vous mettrai des planches ici pour que vous puissiez voir, mais franchement moi au niveau visuel, je me suis régalée. J'ai vraiment observé chaque planche dans les moindres détails tellement c'était beau et c'est un style qui me correspondait parfaitement. Lors du dénouement final, Tom va prendre une décision importante qui va l'embarquer dans une nouvelle aventure que nous découvrirons dans le prochain tome. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment une décision importante et on va dire qu'il fait pas les choses à moitié. J'ai enlevé un point parce que j'aurais apprécié que la BD peut-être prenne un peu plus de temps pour bien poser les différents personnages, car c'est vrai qu'on nous montre différents personnages, mais même en ayant regardé l'animé, ça date, et il y a certains éléments que je me rappelais plus tout simplement, et puis juste de les avoir là qui viennent comme ça, mais sans qu'on les introduise plus que ça. Je trouve que c'est dommage et que si on avait peut-être juste mis une note sur qui c'était et pourquoi est-ce qu'il était là,
ça m'aurait suffi, hein. Il n'y aurait pas besoin d'en faire plus, mais juste vraiment pour savoir pourquoi est-ce que Tom vit avec telle personne, pourquoi ce personnage est là, pourquoi, etc. Juste ça, ça aurait vraiment complété toute l'histoire, je pense, et ça aurait enlevé pour moi certains flous. Voilà, tout ce que j'ai à reprocher, mais sinon c'est un très bon moment de lecture, je me suis régalée, et j'espère lire la suite tout prochainement. J'ai également lu Franchir les obstacles de Fabienne Blanchu aux éditions Scrinéo. Je vous mets la couverture ici car je l'ai lu en numérique et je remercie encore la maison d'édition ainsi que NetGalley pour l'envoi de ce service presse. Et donc ici on suit Solal qui est un jeune garçon de 12 ans. Il vit dans un haras avec ses parents et bien entendu il est passionné d'équitation. Malheureusement un jour il va avoir un accident et suite à cela il va devenir sourd. Et donc on va voir qu'ensuite Solal souhaite malgré tout reprendre la compétition. Voilà tout ce que je peux vous dire pour le résumé. Ici cette lecture à laquelle j'ai mis 8 sur 10. Comme vous pouvez vous en douter, cette histoire s'axe principalement sur l'équitation mais aussi sur la surdité. Le lecteur découvre très vite la passion de Solal et le lien très fort qu'il a avec son cheval et nous allons le suivre à travers ses entraînements et ses compétitions. On assiste également à l'accident qui va tout chambouler dans la vie de Solal, surtout qu'il ignore si la surdité est temporaire ou définitive. Solal, il est persuadé que malgré tout ce qui lui est arrivé, il faut qu'il se remette rapidement en selle, donc il reprend très vite l'équitation et aussi il peut compter sur sa sœur et ses amis pour l'aider lors de son retour à l'école. Solal va donc tenter de parvenir à atteindre son rêve et il va donc reprendre les compétitions et là on va le suivre également avec son cheval. À la fin du livre, vous pourrez trouver des explications qui vous permettent de mieux comprendre si vous n'êtes pas un habitué du vocabulaire équestre, mais également de comprendre les termes spécifiques concernant la surdité qui sont mentionnés dans le livre. Donc je vous recommande, avant de commencer la lecture, de passer par les explications, ça peut être pas mal pour vraiment tout comprendre ce qui est dit dans le livre. Et également, à la fin, vous avez des illustrations, notamment par exemple des parcours qu'a dû réaliser Solal pour ses compétitions. Et disons que c'est intéressant de... Nous, quand on le lit, on imagine un peu comment est le parcours, mais là, de l'avoir en visuel, c'est également très intéressant. Donc le fait qu'il y ait toutes ces explications, je trouve que c'est vraiment bien parce que c'est vrai que le vocabulaire équestre, il n'y a pas tout le monde qui l'a. Moi, j'en ai fait de l'équitation, alors c'est vrai que c'était pas trop un souci à ce niveau-là, mais il y a quand même 2-3 termes que je ne connaissais pas. Et surtout au niveau de la surdité, j'ai appris des termes dont je n'étais pas au courant. Et tout au long de l'histoire, on a aussi de magnifiques illustrations qui nous accompagnent et qui permettent de s'immerger vraiment dans l'histoire. Et c'est surtout des images où on voit Solal avec son cheval et on voit vraiment ce lien qu'il y a entre eux, l'amour qu'il a pour son cheval. Et ça, j'ai trouvé très beau de voir tout ça traverser différentes illustrations. Le dénouement final nous laisse présager de l'espoir pour Solal, en tout cas il part sur un avenir serein. J'ai enlevé un point tout simplement car j'ai eu un peu de mal à retenir tous les prénoms des amis de Solal. Et aussi car chacun a une passion et c'est un peu compliqué de retenir déjà le nom, plus sa passion que chacun. Et je dois avouer que c'est vrai que là je me suis un peu emmêlé les pinceaux, surtout qu'on ne les voit pas énormément dans ce livre. Donc c'est pour ça que j'ai enlevé quelques points. Mais sinon ça reste une très bonne lecture jeunesse si vous aimez tout ce qui aborde l'équitation mais aussi la notion de handicap. Je pense que c'est une très bonne lecture et vraiment il y a beaucoup de positifs qui est transmis à travers cette lecture car comme vous avez déjà pu le constater, Solal ne s'est pas laissé démoraliser parce qu'il lui est arrivé, au contraire, il est remonté en selle et il tente de réaliser son rêve. Donc je pense qu'il y a de très beaux messages qui sont passés à travers le livre et franchement, je trouve que c'est un très bon livre jeunesse et je vous le recommande vivement. Et ma dernière lecture de 2025, ça aurait été Détective Conan, le tome 20 de Gosho Aoyama aux éditions Kana. Donc comme vous pouvez vous en douter, ici on va continuer à suivre Détective Conan à travers différentes aventures. Pour faire un bref résumé de l'histoire de base, on suivait Shinichi Kudo, un jeune lycéen de 16 ans qui était très prometteur, un jeune détective très prometteur. Sauf que malheureusement, il va se retrouver impliqué dans quelque chose qu'il n'aurait pas dû voir. On va l'attraper et on va lui faire prendre un poison expérimental. Ce poison n'a pas l'effet désiré, on va dire, et il va retrouver un corps d'enfant. Donc il redevient un enfant, mais son QI est toujours le même. Et du coup, pour ne pas être retrouvé par cette organisation, il décide de se faire appeler Conan Edogawa. Et il va séjourner donc chez sa petite amie entre guillemets, Ran Muri. Et il séjourne chez elle. Et on va dire que le père de Ran s'appelle Kogoro. Et c'est un détective raté.
Voilà, tout ce que je peux vous dire pour le résumé. Et donc maintenant l'objectif de Conan, c'est d'essayer de retrouver cette organisation et de trouver un remède pour inverser le processus. Voilà. Donc pour ce tome, j'ai mis la note de 8 sur 10. Alors il y a des trigger warnings, mais pour ceux qui lisent Détective Conan, je pense que ça vous étonnera pas. Dans ce livre, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des meurtres, et qu'aussi qu'on va apercevoir des cadavres. Après, voilà, c'est quelque chose que vous allez voir tout au long de l'histoire, donc vraiment le trigger warning, il revient régulièrement. Donc dans ce tome, pour commencer, nous avons la fin de l'enquête, les 56 000 otages qui a commencé dans le tome 19. Et là, il reste un voire deux chapitres, donc c'est très... Il reste juste le dénouement final en fait dans ce tome. Et on va dire que la tension va monter jusqu'à la fin. Et que les talents en foot de Conan vont lui être d'une grande utilité encore une fois. Et voilà tout ce que je peux vous dire pour cette enquête. En tout cas, c'était intéressant la manière dont elle se termine tout simplement. Et aussi, je ne m'attendais pas à ce que telle personne soit la coupable. On poursuit avec Dans un champ de neige, où c'est que là on va suivre Ran, Conan et Sonoko, donc c'est l'ami de Ran, qui sont invités dans un chalet isolé par temps de neige pour participer à une rencontre entre magiciens. Le chalet va très vite se retrouver isolé, on va s'en rendre compte, et on va dire que les occupants vont se sentir une menace planer sur eux. Et disons que là, alors on a sur une énigme qui est vraiment un peu en huis clos, j'ai envie de dire, qui est très intéressante. Et aussi, j'ai été surprise, je ne m'attendais pas du tout à revoir un certain protagoniste que l'on a déjà vu auparavant dans les aventures de Détective Conan. Et tout ce que je peux dire là-dessus aussi, c'est que j'ai été un peu mitigée par certains éléments qui sont révélés dans cette enquête. Mais voilà, je ne peux pas vous en dire plus sous peine de vous spoiler. La prochaine enquête, c'est Trop d'amour pour une sœur. Et là ensuite, Conan, Ran et Kogoro, donc le père de Ran, qui vont découvrir une scène de suicide en chambre close. Tout semble valider cette hypothèse, mais Conan a des doutes. Et on va dire que là, on a un dénouement final qui se révèle fort en émotion et vraiment très triste. Alors c'est vrai que les dernières pages là-dedans sont les mots qu'on utilise, tout ça, le texte est vraiment très fort. Et c'est vrai que cette enquête, une fois qu'on a compris qui était le meurtrier, est vraiment très émouvant, très dur même. Et voilà, c'est vraiment une des enquêtes les plus émouvantes en tout cas que j'ai trouvé de ce tome. Et pour terminer, on a le début de l'enquête Invitation dans un château isolé, où là on va suivre les détectives Boyd, donc c'est la bande d'amis de Conan, et le professeur Agassa, qui est donc un ami de la famille Conan qui l'a aidé au début quand Shinichi Kudo est devenu Conan Edogawa, qui vont se perdre dans la forêt en faisant du camping, et ils vont être accueillis dans un magnifique château. Donc déjà, ce que j'ai apprécié dans cette enquête, c'est qu'on sent qu'il y a beaucoup de mystères liés à ce château. Et aussi, ce que j'ai apprécié, c'est les particularités que l'on retrouve sur les lieux. Et on va dire que ce tome se termine sur une image qui vous donne envie de vous jeter sur la suite, car en effet, dans la dernière page, vraiment, Conan il fait une découverte très 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 importante, et cela pourrait bien le mettre en danger. Donc voilà, autant vous dire que en ayant ça en dernière page, on a envie de découvrir la suite et de voir ce qui va arriver à Conan, et de surtout en apprendre plus sur ce qu'il a découvert. Sinon, pour mon enquête préférée dans ce tome, je dirais que ça reste Dans un champ de neige, pour son ambiance très hivernale, pour les éléments que l'on découvre, le thème, et puis c'est vraiment une enquête qui prend son temps, j'ai envie de dire, et surtout ce côté aussi chalet isolé dans la neige que j'ai bien aimé, mais surtout, ce que j'ai préféré, c'est le fameux personnage que l'on retrouve à la fin, que je ne m'attendais pas à voir là, donc vraiment, c'est ça qui change la donne et qui fait que c'est l'enquête que j'ai préférée pour le coup. Et encore un point que je tenais à vous dire, c'est que dans ce tome, on est principalement sur des enquêtes secondaires. On n'a pas vraiment une avancée dans l'histoire principale. L'histoire principale, c'est le fait que j'entends que Conan cherche à retrouver ses ravisseurs et à essayer de trouver un moyen de redevenir adulte. Mais là, c'est plutôt des enquêtes secondaires, mais ça reste malgré tout très intéressant. On est pris dans l'histoire et franchement, j'ai passé un très bon moment de lecture. Et au niveau des dessins, c'est toujours agréable à regarder. Je trouve des images, voilà. Voilà, c'est toujours très agréable à regarder ce style de dessin. Moi, franchement, ça me plaît et j'ai hâte de retrouver notre petit détective dans de nouvelles aventures. Et voilà, j'arrive au bout de ce dernier point lecture de l'année 2025.
Vraiment, je suis heureuse d'avoir pu terminer l'année avec un coup de cœur. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, si vous avez des coups de cœur sur le mois de décembre, ou si vous avez lu certains des livres que je vous ai présentés. Et comme d'habitude, si vous êtes trop timide pour laisser un commentaire, vous pouvez me mettre un emoji. Donc là, vous pouvez me mettre un emoji train, un emoji en forme de lettre pour faire référence à mon coup de cœur, et ou un emoji loup pour faire référence à Détective Conan. Ou sinon, voilà, s'il y a un livre que vous a particulièrement marqué, mettez-moi un emoji en lien avec ce livre. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air pour soutenir la vidéo, activer la petite cloche pour ne pas rater celles qui vont suivre, et à vous abonner car ça fait toujours plaisir et ça soutient la chaîne. Et sur ce, je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo et portez-vous bien. Bye bye!